Bienvenue à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut sembler familier, la France. Oui, Et notre source du jour, c'est l'article Wikipédia qui lui est dédié. On croit souvent bien connaître, mais bon, qu'est-ce que cette immense synthèse nous apprend vraiment quand on creuse un peu? mhm, L'idée, c'est d'en extraire les infos clés, les éléments saillants sur sa géographie, son histoire, sa politique, sa culture, bref, de redécouvrir un peu ce pays. c'est une très bonne approche, je trouve. Utiliser Wikipédia comme ça permet de voir comment une réalité aussi complexe et comment elle est présentée, synthétisée pour tous. Oui. Et c'est intéressant de voir non seulement les faits, mais aussi comment cette connaissance est structurée, quoi. Des bases géographiques jusqu'aux dynamiques actuelles, c'est une base solide. Alors, commençons par le commencement, le territoire, la base de tout. On pense à l'Hexagone, bien sûr, mais la France, c'est beaucoup plus que ça. C'est un État transcontinental. Ah oui, tout à fait. Transcontinental, présent sur quasiment tous les océans, avec les territoires ultramarins. Et ça a une conséquence énorme, non, hein, sur sa zone maritime. Exactement. Ça lui donne la deuxième plus vaste zone économique exclusive au monde, la ZEE. C'est l'espace maritime où l'État a des droits souverains. Ah oui. On parle de 11 millions de kilomètres carrés. C'est gigantesque. Ça découle directement de cette géographie un peu éclatée. Et même sans quitter la métropole, quelle diversité! Des plaines, très fertiles comme le bassin parisien, Oui, des montagnes jeunes, très hautes comme les Alpes, avec le Mont Blanc à 4806 mètres. le point culminant. Et puis des massifs plus anciens, plus usés, comme le Massif central. Exactement. Et cette variété, elle se retrouve aussi puissance 1000, j'ai envie de dire, en Outre-mer. Ah oui, Comment ça? on a de tout, des îles volcaniques, parfois encore actives comme à La Réunion, ou en Martinique, en Guadeloupe, D'accord. des atolls de corail, en Polynésie par exemple, La forêt amazonienne, immense, en Guyane. ou la Nouvelle-Calédonie, qui est pas volcanique mais qui a ce lagon incroyable et qui est riche en nickel. Waouh. Et on peut même aller jusqu'au climat polaire avec les TAAF, les terres australes et antarctiques françaises. Donc cette géographie-là, elle influence tout. L'économie locale, les cultures, les enjeux politiques propres à chaque endroit. Et logiquement, les climats suivent cette diversité. Océanique à l'ouest, méditerranéen au sud, continental à l'est, montagnard. Sans oublier les climats tropicaux équatoriaux en Guyane. C'est vrai. Et puis, il y a cette taille. La France métropolitaine, c'est le plus grand pays de l'Union européenne en superficie. C'est quand même pas rien. Non, c'est sûr. Cette étendue et cette diversité géographique, c'est vraiment une caractéristique fondamentale. C'est la base pour comprendre tout le reste, l'histoire, la population, l'économie. Tout est lié d'une manière ou d'une autre à ce territoire composite. Alors justement, l'histoire. L'article Wikipédia couvre une période vertigineuse. Comment on résume ça sans se noyer? Peut-être se concentrer sur quelques grandes étapes clés. Oui, c'est une bonne idée, faut faire des choix. Bon, après une préhistoire très riche, on pense à Lascaux, Chauvet, Bien sûr. l'identité française commence à se dessiner après la conquête de la Gaule par les Romains. Jules César, Vercingétorix, Alésia, en -51 avant Jésus-Christ. La culture gallo-romaine, ça pose des bases. D'accord. Et ensuite? Ensuite, moment clé, l'arrivée des Francs. Au 5e siècle après Jésus, leur chef Clovis se convertit au christianisme vers 496. Et ça, c'est hyper important parce que ça aide à unifier une bonne partie de la Gaule et ça jette les bases du royaume qui va porter leur nom, la France. Le nom vient de là. Ah d'accord. Et après Clovis, le Moyen Âge, là c'est la construction lente du pouvoir du roi face aux grands seigneurs, c'est ça? C'est tout à fait ça. La dynastie des Capétiens, qui commence avec Hugues Capet en 987. Des rois comme Philippe Auguste, Saint-Louis qui renforcent petit à petit l'autorité royale. Mais c'est aussi une période de crise terrible. Oui, l'article mentionne la peste noire. Oui, au XIVe siècle, qui a tué au moins un tiers de la population, c'est effroyable. Et puis la guerre de Cent Ans contre l'Angleterre, c'est là qu'intervient Jeanne d'Arc d'ailleurs. Hmm. Une période qui forge l'idée du royaume donc. Oui, et ensuite, la monarchie devient de plus en plus forte. D'abord à la Renaissance, avec des rois comme François Ier, Hmm. et puis ça culmine avec ce qu'on appelle la monarchie absolue, sous Louis XIV, le roi Soleil au XVIIe siècle. Versailles en est le symbole éclatant. C'est aussi à cette époque que le français devient la langue officielle de l'administration. Exactement, avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. Et c'est aussi le moment où la France commence à construire son premier empire colonial, en Amérique du Nord, aux Antilles. Mais attention, c'est pas une période lisse, hein.
il y a eu les terribles guerres de religion au XVIe siècle entre catholiques et protestants. Jusqu'au grand basculement. La Révolution française, 1789. Ah oui, là, c'est une rupture fondamentale. La prise de la Bastille, le 14 juillet. La Déclaration des droits de l'homme et de citoyens. C'est la fin du pouvoir absolu du roi et l'affirmation de nouveaux principes. Liberté, égalité, fraternité. Une rupture majeure, oui. Mais ça ouvre aussi une longue période, tout le XIXe siècle en fait, d'instabilité politique. On passe de la Première République au Premier Empire de Napoléon Bonaparte, Mhm. puis retour à la monarchie, puis une nouvelle révolution en 1848 qui amène la Seconde République. C'est là qu'on a le suffrage universel masculin et l'abolition de l'esclavage. Important, oui. Puis le Second Empire avec Napoléon III. Bref, ça bouge beaucoup. Il faut attendre la défaite contre la Prusse en 1870 pour que la Troisième République s'installe, et cette fois pour longtemps. Et cette Troisième République, de 1870 à 1940, elle semble vraiment avoir posé les bases de beaucoup d'institutions qu'on connaît encore. L'école gratuite, laïque, obligatoire. Oui, les lois Ferry, c'est fondamental. Et puis la séparation des églises et de l'État en 1905, les grandes libertés, presse, réunion. C'est vraiment elle qui ancre le modèle républicain français. Tout en étant aussi l'apogée du Second Empire colonial, en Afrique, en Indochine. C'est ça, la face plus sombre vue d'aujourd'hui. Et puis arrive le XXe siècle, et là c'est le drame des deux guerres mondiales. Des épreuves terribles, oui. Surtout la Première Guerre, 14-18. Une boucherie, 1,4 million de soldats français morts. Une hécatombe. La Seconde Guerre, c'est différent, mais tout aussi terrible. L'occupation allemande, le régime de Vichy qui collabore, mais aussi, heureusement, la résistance, à l'intérieur et à l'extérieur avec De Gaulle. La libération en 44. Et après la guerre, on entre dans une nouvelle phase, la 4e République, puis très vite la 5e, fondée par De Gaulle en 1958. C'est celle qu'on a toujours. Exactement. Et c'est une période de grande transformation. La création de la sécurité sociale juste après la guerre, le droit de vote enfin accordé aux femmes en 1944. Ah oui, c'est tard quand même. C'est tard, oui. Et puis la période de forte croissance économique, les 30 glorieuses, mais aussi la décolonisation, qui est souvent très douloureuse, je pense à la guerre d'Algérie notamment. Et mai 68, bien sûr. Une grosse crise sociale et étudiante. Oui, qui marque aussi un changement culturel profond. Après ça, on a eu l'alternance politique, Pompidou, Giscard d'Estaing, maturité à 18 ans, loi sur l'IVG portée par Simone Veil. Hmm. Mitterrand, abolition de la peine de mort, les premières cohabitations. Puis Chirac, passage à l'euro, Sarkozy, Hollande, mariage pour tous, et puis Emmanuel Macron élu en 2017. Tout ça avec en toile de fond la construction européenne qui continue. Et des défis plus récents aussi, comme le terrorisme islamiste depuis les années 90, avec les attentats terribles de 2015, et la crise du Covid en 2020. L'histoire continue de s'écrire, quoi. Bien sûr. Ce survol rapide montre bien ça. Des continuités, mais aussi des ruptures, des adaptations permanentes. Venons-en au système politique actuel. Cette 5e République, comment elle fonctionne au juste? L'article parle de régime semi-présidentiel. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, semi-présidentiel, ça signifie que le pouvoir exécutif, celui qui dirige le pays au quotidien, est partagé. Il y a deux têtes, en quelque sorte. D'accord. D'un côté, le président de la République. Il est élu directement par tous les citoyens pour 5 ans. C'est le chef de l'État. Il a des pouvoirs importants, comme nommer le Premier ministre ou dissoudre l'Assemblée. Et de l'autre côté? De l'autre, il y a le Premier ministre et son gouvernement. C'est eux qui mènent la politique du pays. Mais ils doivent avoir la confiance de l'Assemblée nationale. Ils sont responsables devant les députés. S'ils n'ont plus la confiance, ils doivent démissionner. D'accord. Donc un équilibre ou une tension parfois entre le président et le Parlement, avec le gouvernement au milieu. Et ce Parlement, il a 2 chambres. Oui, c'est ça. Il y a l'Assemblée nationale, avec 577 députés élus au suffrage universel direct. C'est la chambre la plus importante politiquement. Et il y a le Sénat, 348 sénateurs élus au suffrage indirect par des grands électeurs. En cas de désaccord entre les deux sur une loi, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Compris. Et à côté de ça, il y a la justice, qui est indépendante. Oui, un pouvoir judiciaire indépendant, avec la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et le Conseil d'État pour l'ordre administratif. Et il y a aussi le Conseil constitutionnel qui vérifie que les lois sont bien conformes à la Constitution. C'est basé sur la séparation des pouvoirs, un principe hérité des Lumières.
Et l'organisation du territoire. On entend souvent parler de millefeuille administratif. C'est justifié? Ben oui, c'est pas complètement faux. C'est assez complexe. Il y a les régions, 18 au total en comptant l'outre-mer, les départements, une centaine, et surtout un nombre très élevé de communes, plus de 35 000. C'est beaucoup. Ah oui, effectivement. Depuis les années 80, il y a eu plusieurs vagues de décentralisation qui ont donné plus de pouvoir aux collectivités locales, régions, départements, communes. Mais l'État central garde quand même un rôle très important. C'est cette tension entre l'unité de la République et la diversité locale qui est intéressante. Et il ne faut pas oublier l'outre-mer, avec des statuts très différents. L'article fait la distinction entre Drôme comme Nouvelle-Calédonie. C'est quoi la différence? Alors, pour simplifier, les DEM, départements et régions d'outre-mer, comme la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane, Mayotte, sont intégrés comme les régions de métropole. Les voies françaises s'y appliquent et ils font partie de l'Union européenne. D'accord. Les COM, collectivités d'outre-mer, comme la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, ont plus d'autonomie. Elles ont leurs propres institutions, leurs propres compétences. Et puis, il y a la Nouvelle-Calédonie, qui a un statut encore à part, dit sui generis, avec des accords politiques spécifiques et des référendums prévus sur son indépendance. C'est le reflet d'une histoire coloniale complexe. Tout ça forme la République française avec ses symboles. Le drapeau bleu-blanc-rouge, l'hymne de la Marseillaise, la devise liberté, égalité, fraternité et un principe fondamental, la laïcité. Ah oui, la laïcité. C'est un pilier, ça vient de la loi de 1905 qui sépare les églises et l'État. En gros, l'État ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, bon, avec quelques exceptions historiques locales comme en Alsace-Moselle. D'accord. L'État est neutre religieusement, mais il garantit la liberté de conscience et la liberté de pratiquer sa religion pour tout le monde. C'est un principe fondateur, même si son interprétation et son application concrète font souvent débat dans la société française. Parlons de la population maintenant. Début 2024, environ 68,4 millions d'habitants, c'est ça? France métropolitaine et Drôme compris. C'est ça. Une démographie qui reste assez dynamique par rapport à d'autres pays européens. Grâce à une natalité qui était relativement élevée, même si elle baisse un peu, et un solde migratoire positif. Mais un vieillissement quand même notable, comme partout en Europe. Oui, absolument. Le papy-boom, l'arrivée à la retraite des générations nées après-guerre, c'est un phénomène majeur. Ça pose d'énormes défis pour l'avenir, notamment pour financer les retraites, la dépendance, adapter le système de santé. L'article Wikipédia insiste aussi pas mal sur le rôle de l'immigration. Oui, c'est un aspect structurant de la société française. C'est un pays d'immigration ancienne et continue. L'article cite des chiffres de 2010. Environ 11% de la population était immigrée, c'est-à-dire née à l'étranger, avec une nationalité étrangère à la naissance. Les origines sont très diverses, Europe, Afrique, Asie. C'est une source d'enrichissement culturel, démographique, économique, c'est indéniable. Mais ça soulève aussi des questions complexes. Lesquels, par exemple? Les questions d'intégration, d'égalité des chances, de lutte contre les discriminations. L'article mentionne que 20 à 22% des immigrés ou descendants d'immigrés disent avoir subi des traitements inégalitaires. C'est un enjeu social majeur. Et puis, il y a cette estimation intéressante. Entre 12 et 14 millions de Français auraient au moins un grand-parent né hors d'Europe. Ça montre l'ampleur du brassage. La société française a aussi beaucoup changé sur le plan social familial. Ah oui, énormément. Moins de mariages, beaucoup plus d'unions libres, le PACS, le pacte civil de solidarité, qui a eu un succès fou, plus de divorces aussi. La structure familiale est devenue beaucoup plus diverse. Et la place des femmes? Elle a considérablement évolué. Des étapes clés, la légalisation de la contraception en 67, de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse en 75, grâce à Simone Veil, le droit de vote, on l'a dit, en 44 seulement. L'égalité progresse, on voit la parité au gouvernement par exemple, mais il reste des écarts importants, notamment les salaires, même à poste égal. Et plus récemment, l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe. Oui, en 2013, ça a été un débat très vif, mais c'est une évolution sociétale marquante. Un mot sur la langue. Le français, langue officielle, mais l'article parle aussi de 75 langues régionales ou minoritaires reconnues, comme patrimoine. Oui, c'est intéressant ça. Le français est clairement la langue de la République, historiquement un outil d'unification.
Et la France est très active dans la francophonie internationale. Mais en même temps, il y a cette reconnaissance, depuis une révision constitutionnelle, des langues régionales, le breton, l'occitan, le corse, etc., comme faisant partie du patrimoine. Il y a une tension là entre l'unité linguistique et la reconnaissance de la diversité culturelle du pays. Passons à l'économie. La France, 7e puissance mondiale en 2023, d'après l'article. C'est quoi les grandes caractéristiques? Alors, c'est ce qu'on appelle une économie sociale de marché, c'est-à-dire une économie de marché capitaliste, mais avec une intervention de l'État et une protection sociale assez développée. Même si le rôle de l'État a évolué avec des privatisations, l'influence de l'UE, Et en termes de secteur? le secteur tertiaire, les services, domine très largement. Ça représente presque 80% de la richesse créée, le PIB. L'industrie reste importante, près de 20% du PIB. La France est une puissance industrielle, mais ce secteur a perdu des emplois. L'agriculture, elle, pèse très peu dans le PIB, moins de 2%, même si la France est le premier producteur agricole de l'Union européenne. Ah oui, paradoxal. Et quels sont les points forts mis en avant dans l'article? Les secteurs où la France excelle? Il y en a plusieurs. L'agroalimentaire de qualité, bien sûr, les vins, les fromages, souvent avec des labels comme les AOC, appellations d'origine contrôlée. Le cliché positif. L'automobile aussi, même si c'est plus difficile. Le tourisme, évidemment. La France reste la première destination touristique mondiale. Impressionnant ça. Oui. Le nucléaire aussi, c'est un point fort historique avec le deuxième parc de réacteurs au monde, ce qui lui donne une électricité peu carbonée. Et puis le luxe, la mode, Paris est une capitale mondiale pour ça, la pharmacie, les cosmétiques avec des géants comme L'Oréal, et de très grandes entreprises dans la banque, l'assurance, l'énergie, la distribution. Un beau tableau, mais l'article pointe aussi des faiblesses, des défis. Oui, et c'est important de les voir aussi pour avoir une vision juste. Le taux de chômage, par exemple, même s'il a baissé ces dernières années, il reste une préoccupation majeure, surtout pour les jeunes et les personnes peu qualifiées. Et la dette? Ah, la dette publique. Oui, elle est très élevée. L'article dit plus de 113% du PIB en 2024. C'est énorme. Et ça pose la question de comment on finance notre modèle social à long terme. Il y a aussi un déficit budgétaire qui est là depuis longtemps et un commerce extérieur qui est déficitaire depuis 2004, c'est-à-dire qu'on importe plus qu'on exporte. Donc, des atouts, mais aussi des fragilités structurelles. Malgré tout ça, le niveau de vie moyen est décrit comme très élevé. Oui, si on regarde l'indice de développement humain, l'IDH, la France est très bien classée, 28e mondial en 2021. Et le système de protection sociale, la fameuse Sécu, créée en 1945, joue un rôle essentiel. Elle couvre la maladie, la retraite, la famille, le chômage. Ça amortit beaucoup les chocs et ça réduit les inégalités. Justement, les inégalités. L'article dit qu'elles sont plus faibles qu'au début du XXe siècle, mais qu'elles ont un peu augmenté depuis les années 2000 avant de se réstabiliser. C'est ça. Le taux de pauvreté, lui, est parmi les plus bas de l'Union européenne. Donc on a cette combinaison. Une économie avec des secteurs très performants, des défis structurels importants comme la dette ou le chômage, mais aussi un modèle social qui redistribue pas mal et maintient un niveau de vie élevé pour la majorité et une certaine cohésion sociale. On termine avec la culture. Là, c'est souvent l'image d'Épinal de la France à l'étranger. L'article semble confirmer cette richesse. Ah oui, carrément. Le patrimoine culturel est absolument immense. L'article cite les 53 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est énorme. La France est 3e mondiale avec l'Allemagne. On pense au Mont-Saint-Michel, au Château de la Loire, à la cathédrale de Chartres, au Pont du Gard. Des icônes. Oui, mais il n'y a pas que les vieilles pierres, hein. Il y a aussi le patrimoine immatériel reconnu par l'UNESCO, le repas gastronomique des Français, la fauconnerie, le fest-noz en Bretagne. Ça montre une culture vivante. Et puis, il y a les grands noms. La littérature française, c'est le pays qui a le plus de prix Nobel de littérature, non? Oui, 16e siècle. De Villon et Rabelais jusqu'à Camus, Sartre, Simone de Beauvoir, en passant par Molière, Hugo, Balzac, Flaubert, Zola, Proust, c'est une liste vertigineuse. Et pareil en philosophie, Descartes, Pascal, les Lumières avec Voltaire, Rousseau, Diderot, et plus près de nous, Foucault, Derrida, ça a eu une influence mondiale. Dans les arts visuels aussi, Paris a été la capitale mondiale pendant longtemps. Oui, au 19e et début 20e siècle, absolument. C'était le centre du monde pour la peinture, le romantisme avec Delacroix, le réalisme avec Courbet, puis l'explosion de l'impressionnisme, Monet, Renoir, Degas.
Le post-impressionnisme, Cézanne, Van Gogh qui a peint en France, Gauguin, le fauvisme avec Matisse, le cubisme avec Braque, Picasso qui a passé l'essentiel de sa vie en France, le surréalisme, sans oublier Rodin en sculpture. Les musées comme le Louvre, qui est le plus visité au monde, en témoignent. Et les arts du spectacle, le théâtre, la musique. Très vivant aussi, le théâtre, c'est une tradition très forte depuis Molière et Racine jusqu'au théâtre contemporain, avec des festivals comme celui d'Avignon, qui est mondialement connu. La danse aussi, du ballet classique de l'Opéra de Paris, qui est la plus ancienne compagnie du monde, aux formes les plus contemporaines. Et la musique? Alors là aussi, grande diversité, la musique savante avec des compositeurs comme Lully, Rameau à l'époque baroque, puis Berlioz, Debussy, Ravel, Boulez, et à côté, une chanson populaire extrêmement riche. Piaf, Brassens, Brel, Ferré, Gainsbourg, Hallyday, Aznavour, jusqu'aux scènes actuelles, le rap français qui est très important, l'électro, N'oublions pas le cinéma. né en France avec les Frères Lumière en 1895. Ah oui, le cinéma! C'est une fierté nationale. La France reste un très grand pays de cinéma, le premier producteur en Europe. Il y a cette politique de soutien qu'on appelle l'exception culturelle. Des réalisateurs mythiques, Méliès au début, puis Renoir, Carnet et la Nouvelle Vague, avec Godard, Truffaut, jusqu'à des gens comme Besson aujourd'hui, et des acteurs et actrices de légende, Gabin, Delon, Belmondo, De Funès, Deneuve, Huppert, Depardieu. Et le Festival de Cannes, bien sûr. L'événement cinéma le plus médiatisé au monde, oui, ça contribue énormément au rayonnement culturel. Et on pourrait ajouter la mode, la haute couture parisienne, les grands groupes de luxe. Tout à fait. LVMH, Kering, ce sont des leaders mondiaux basés en France. Et puis, évidemment, la gastronomie, reconnue par l'UNESCO, avec ses vins, ses fromages, toutes les spécialités régionales. Et même le sport, hein. La France a joué un rôle clé dans la création des Jeux olympiques modernes avec Pierre de Coubertin. Et elle accueille des événements sportifs majeurs comme Roland-Garros ou le Tour de France. Bon, on a fait un tour assez complet, je crois, grâce à cet article Wikipédia. Alors, si on essaie de synthétiser, quelle image globale se dégage de la France ? Ce qui frappe le plus, je crois, c'est cette incroyable diversité, à tous les niveaux, géographique, historique, culturelle, humaine. Et en même temps, une volonté historique très forte d'unité, de centralisation. Oui, cette tension entre unité et diversité, on l'a vu revenir souvent. C'est ça, c'est une puissance mondiale, avec un héritage culturel et historique immense, une influence qui perdure, c'est certain, mais c'est aussi un pays qui fait face à des défis bien réels, on l'a vu, économiques, sociaux, d'intégration, d'adaptation au monde qui change. Donc, une image complexe, loin des clichés simplistes. Un pays en mouvement constant. Poids lourd aussi, avec les réalités du présent et les enjeux de demain. Que ce soit sa place dans l'Europe, la transition écologique, la compétitivité, la cohésion sociale. Et peut-être une dernière réflexion, en lien avec notre source, Wikipédia, c'est fascinant de voir comment une plateforme collaborative, une encyclopédie mondiale, arrive, ou peut-être échoue parfois, à rendre compte de la complexité d'une nation comme la France. Comment cette synthèse, lue par des millions de gens, façonne aussi notre compréhension collective. C'est une question qui dépasse le cas français et qui interroge notre rapport au savoir, à l'heure numérique. De quoi à réfléchir pour nos explorations futures.